Dans l'actualité des idées aujourd'hui, les lois du capital sont-elles obsolètes? On en parle avec notre invité, l'écrivain et cinéaste Gérard Mordia. Il vient de réaliser, avec l'économiste enseignant à Cergy-Pontoise Bertrand Rotet, une série documentaire pour Arte et un livre, Les lois du capital, publié au Seuil, en coédition, là encore avec Arte. 8 ans après, il n'y a pas d'alternative. Ils se retrouvent donc tous les deux et ont choisi de refaire un bout de route ensemble, pris le parti d'aller à la rencontre de ceux qui font de l'économie une science, mais aussi une question transversale à la croisée de l'histoire, de l'anthropologie et de la philosophie. 21 chercheurs américains, chinois, français, allemands, pour vérifier certaines hypothèses, discuter et réfléchir autour de concepts clés de l'économie, le travail, l'emploi, le salaire, le capital, le profit, le marché. À l'arrivée, une série documentaire en 6 épisodes, intitulée Travail, salaire, profit, diffusée sur Arte ce soir. Vous êtes le co-auteur, donc, je le rappelais, de cet essai aussi, avec Bertrand Rotet, qui devait être avec nous, mais qui n'a pas pu, et qu'on salue, bien entendu. Bonjour à vous, Gérard Mordia. Bonjour. Le prix de la Banque de Suède, dit le Nobel d'économie, a été attribué au trio Esther Duflo, Abhijit Banerjee, si je prononce bien, et Michael Kremer pour leurs travaux sur l'allègement de la pauvreté globale. Est-ce qu'il est intéressant quand même de se pencher un peu sur ce prix, Gérard Mordia, pour vous? Parce que chaque année, il semblerait que le jury qui décide du nouveau Nobel d'économie consacre aussi, avec une personnalité, avec des travaux, une des grandes tendances de la recherche en matière économique. La grande tendance qui est saluée avec Esther Duflo, c'est la plomberie. Car l'article le plus célèbre qu'elle a publié était As a plumber. L'économiste devait devenir un plombier. C'est-à-dire qu'il fallait intervenir sur des points précis pour réparer, empêcher les fuites, colmater, etc. Mais il n'y avait plus, et Béatrice Cherrier l'explique très bien dans notre série, il n'y a plus l'ambition d'avoir une vision globale de l'économie. C'est-à-dire que les économistes aujourd'hui ne se veulent plus ni philosophes, comme Marx par exemple, ni des chimistes ou des physiciens. Ils ne sont plus dans le discours scientifique, mais comme des plombiers, c'est-à-dire des gens intervenant très directement sur des points extrêmement précis et d'ailleurs avec beaucoup de talent. Alors vous ne l'avez pas rencontrée elle directement pour cette série documentaire et pourtant vous avez rencontré beaucoup de monde. Elle aurait pu y figurer, on va l'écouter, à propos du revenu minimum et de notre relation au travail, sujet qui vous occupe et vous préoccupe dans cette série documentaire. Vous vous souviendrez du fameux making-of du président Macron qui explique qu'il avait un discours qui était le pognon de dingue et la responsabilité, etc., qui quand même réussit en quelques minutes. Je crois que j'avais compté le nombre de fois où il disait responsable, 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 mais c'était plus de 10 fois. Donc c'était clairement le message qu'il voulait faire passer, correspondait exactement à ce type de message qu'on trouve aux États-Unis depuis Reagan, mais qui a continué sous Clinton, etc., qui est de la nécessité de responsabiliser les pauvres et donc l'idée, à contrario, qui serait irresponsable si on les aide financièrement. Or, il y a des études depuis les années, au moins depuis les années 80 aux États-Unis, tout à fait rigoureuses, montrant l'effet d'aide financière aux plus pauvres sur leur travail, etc., qui montrent qu'en fait, il n'y a pas d'effet. C'est-à-dire même quelqu'un qui reçoit un revenu garanti, par exemple, on a parlé d'un revenu minimum garanti. Quelqu'un qui reçoit un revenu garanti ne s'arrête pas de travailler parce qu'il a tout d'un coup assez d'argent. Et même quand ce revenu lui est retiré s'il travaille, donc qui crée cette peur que, oh là là, mais alors le travail ne paie pas, au contraire, ça pourrait aller. Même quand le revenu est retiré quand il travaille, les effets sont très très faibles. Qu'est-ce que vous entendez dans ces mots d'Esther Duflo, nouvelle prix Nobel d'économie 2019, Gérard Mordia, sur notre rapport au travail? Je pense qu'elle touche du doigt quelque chose de très important, parce que le travail a existé de tout temps et continuera d'exister. Je veux dire, le travail n'est pas à confondre avec l'emploi. Or, l'homme, l'être humain, a toujours travaillé, travaillera encore jusqu'à la fin des temps. Le jour où l'homme ne travaillera plus, eh bien, ça sera la fin de notre civilisation et de notre espèce. Donc, c'est tout à fait juste de dire ça. C'est-à-dire que
On a vu plusieurs livres publiés sur la fin du travail et tout ça, ce qui paraît une absurdité. Ce qui risque de se transformer et de finir sur la forme que nous connaissons, c'est l'emploi, ce qui est tout à fait différent. Et Esther Duflo a tout à fait raison de souligner à quel point les individus souhaitent tous travailler. Ce n'est que de la démagogie politique de désigner ceux qui sont sans emploi comme des feignants, des bons à rien, ne pensant qu'à vivre d'aide sociale des assistés. Je veux dire, messieurs Wauquiez, Ciotti, monsieur Macron et tous les autres qui leur ressemblent adoptent ce discours qui est un discours purement démagogique. Dans la réalité, ce n'est pas vrai. Tous les chômeurs que vous pouvez croiser dans votre vie n'aspirent qu'à une chose, retrouver un emploi. Et quand ils n'ont pas d'emploi, ce n'est pas ça qui les empêche de travailler, parce qu'il faut bien créer quelque chose. Il y a dans le travail une dimension de création, de liberté individuelle, qui fait qu'on est toujours à la recherche de transformer les objets, les choses, les services pour assurer notre survie. L'emploi, c'est autre chose. L'emploi, c'est tout simplement accomplir un protocole défini duquel on ne peut pas sortir. Pour donner un exemple, un sculpteur qui sculpte, il travaille. Une femme qui remplit des factures comme facturière toute la journée, elle a un emploi. Elle n'a pas la liberté de création ni même d'intervention sur ce qu'elle fait. Et c'est ça la grande différence. Et je pense que nous serions tout à fait d'accord, Esther Duflo et moi, si nous nous rencontrions. Alors on va y revenir sur le contenu de ces concepts, de ces mots-clés et fondamentaux que vous travaillez dans cette série documentaire, Gérard Mordia, notamment sur cette notion de travail aujourd'hui, ce qu'elle signifie, la part de création, la part de servitude aussi, que beaucoup des personnes que vous avez rencontrées mettent en avant. Juste préciser que cet entretien d'Esther Duflo est à réécouter sur le site de franceculture.fr. Elle était venue au matin d'été nous parler des inégalités, de la pauvreté, et puis par ailleurs en février 2018 à la Grande Table pour parler aussi de l'apport aujourd'hui des neurosciences, un autre sujet, un autre secteur qui l'intéresse aujourd'hui. Le prix Nobel d'économie, des travaux qui, selon le jury, ont introduit une nouvelle approche pour obtenir des réponses fiables sur la meilleure façon de réduire la pauvreté dans le monde. Voilà un peu le leitmotiv qui a motivé le choix de ce jury pour récompenser ces 3 lauréats. Voilà, là aussi, c'est une approche qui est récompensée, hein, Gérard Mordia, ce qui devrait vous intéresser, puisque vous avez choisi de suivre un protocole, tel que vous l'appelez, pour cette enquête, pour cette série documentaire Travail, salaire, profit. Comment avez-vous procédé ? Bien, d'abord, au départ, comme toujours, il y a la lecture. C'est-à-dire que Bertrand Rottré et moi, nous avons lu le plus possible de livres des économistes, des articles qu'ils ont pu publier, exemple celui d'Esther Duflo, et puis nous sommes allés à la rencontre de beaucoup d'entre eux, aussi bien aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre, en France, bien entendu, pour non pas leur poser des questions, mais pour leur proposer des hypothèses de réflexion, pour dire nous aimerions que vous acceptiez de faire cette chose qui est très risquée et délicate, de réfléchir à voix haute face à la caméra devant des hypothèses que nous vous proposerions. Un exemple, dans le premier épisode sur le travail, eh bien, nous avons proposé comme hypothèse, faut-il une fois pour toutes se débarrasser du lien de subordination ? Ce qui a amené beaucoup de réponses très différentes et très antagonistes. Mais c'est une hypothèse. Il fallait voir le pour, le contre, et je crois que c'est ça qui est important. J'ai lu récemment un texte de Tchekhov qui m'a beaucoup plu, où il assignait comme mission à l'artiste une présentation correcte du problème. J'espère qu'avec Bertrand Rottré, nous avons exprimé la problématique et que nous l'avons présentée correctement, mais à partir d'hypothèses. Vous avez bossé comme des artistes. Alors, c'est aussi Absolument. ça. Et vous dites, on ne les a pas interviewés. Il ne s'agissait pas de mener un entretien, mais effectivement de lancer comme ça ces hypothèses et de voir chacun réagir. Et à partir de leurs réponses, de créer aussi un édifice qui nous éclaire sur ces quelques concepts clés que vous avez choisis. Pourquoi d'ailleurs tous ces mots, ces 6 mots-là, notamment le travail, l'emploi, le salaire, le capital, le profit, le marché? Est-ce qu'il vous semble que ce sont des termes flous aujourd'hui ou que le temps les aurait vidés de leur substance et qu'il serait urgent de les redéfinir? Oui, c'est certain qu'il est urgent de les redéfinir, mais dans un premier temps, on voulait s'intéresser, disons, au cercle large de la production, de ce qui nous touche très directement.
ce qui permet de s'adresser au public à partir de mots, de notions qu'il utilise tous les jours, qu'il entend tous les jours, et à partir de là, de les conduire vers une réflexion, un approfondissement de ces termes, de ces concepts, et d'en voir les contradictions, les obscurités, etc. Au départ, nous souhaitions simplement rencontrer des économistes, mais, et Esther Duflo en est peut-être un bon exemple, nous nous sommes rendus compte dans les premières rencontres que nous avons faites que beaucoup étaient devenus tellement spécialistes d'un point particulier qu'ils avaient une difficulté, ça sortait de leur champ de réflexion de penser l'intégralité de la problématique économique. Donc nous nous sommes dit, si on veut faire réellement comprendre ce que c'est, il faut contextualiser ces questions. Et donc, c'est pour ça que nous avons fait appel à des sociologues, à des anthropologues, etc. Voilà, des sociologues comme Daniel Linhart, des anthropologues comme David Graeber, ou encore des économistes philosophes comme Frédéric Lordon. Oui, des historiennes. Et puis des historiens, parce que justement, il fallait aussi qu'il y ait une perspective historique. L'économie n'est pas une chose qui est apparue soudainement, comme ces champignons qui poussent parce qu'il fait soudain, il a plu, il fait chaud, et ça apparaît. Non, pas du tout, ça a une histoire. Et cette histoire est importante. Il faut donc la comprendre dans la perspective historique, dans son contexte, et puis analyser les concepts. Un salaire, prix et profit, plus-value. Le titre de votre série est inspiré de cet ouvrage de Marx. Pourquoi être parti de lui? Est-ce que ça vous semblait être un point de départ objectif? Objectif, je ne sais pas. En tout cas, c'était notre point de départ. Parmi les sources d'étonnement que nous avons eues, Bertrand et moi, aux États-Unis, où nous avons rencontré beaucoup de chercheurs sur la côte Est, notamment à New York, à Boston, dans le Massachusetts, tous étaient des lecteurs de Marx. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient des marxistes, mais ils étaient des lecteurs de Marx. Et il y a une chose que nous admirions beaucoup chez Marx, Bertrand et moi, c'est le fait d'avoir produit une œuvre qui est sans cesse en mouvement. Vous l'écrivez dans ce livre que vous co-signez, Les lois du capital. Marx est le clou inarraché dans l'être de l'homo economicus, son éternel tourment. Dans la catégorie poids lourd, c'est le plus puissant des sparring partners. Rien ne parvient à disqualifier son œuvre, ni le léninisme, ni le stalinisme, ni le maoïsme, et encore moins le libéralisme, voire l'insupportable néolibéralisme ou le mercantilisme. À partir du moment où on conçoit cette pensée comme une philosophie, comme une réflexion sur l'histoire, comme des documents qui nous sont soumis et face auxquels on peut réfléchir, on ne peut être qu'admiratif de voir à quel point toutes les questions que Marx s'est posées se posent encore aujourd'hui. Alors évidemment, ça amène des réponses tout à fait différentes. Nous sommes dans un contexte différent, dans une histoire différente, dans un monde différent. Mais les questions demeurent. Mais elles demeurent comme elles demeurent chez Spinoza, comme elles demeurent chez Héraclite. Donc Marx avait le talent, selon vous, de poser les bonnes questions. Leur apportait-il pour autant les bonnes réponses? Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Mais ce qui est intéressant, c'est la question. C'est toujours la question. Vous savez, il y a cette chose que j'ai toujours admirée dans les travaux que j'ai faits avec Jérôme Prieur. Nous avions appris qu'en hébreu, le mot qui désigne la manne céleste, c'est le même mot qui désigne le doute. Être privé de doute, c'est être privé de Dieu. Eh bien, je pense que, là encore une fois, travail, salaire et profit, ça produit du doute, de l'interrogation. Ça ne cherche surtout pas à apporter des réponses univoques. C'est des problèmes extrêmement complexes. Ce qui est important, c'est d'y réfléchir. Alors ça, c'est intéressant parce que quand vous réalisez justement avec Jérôme Prieur cette série Corpus Christi, enquête sur les évangiles, puis l'origine du christianisme, vous l'avez dit à l'époque, vous ne partez pas en croyant, vous y allez en athée véritable, avec un questionnement chevillé au corps et cette curiosité de comprendre ce qu'il y a à trouver dans les textes. Là, est-ce que vous êtes parti avec la même fraîcheur du regard, on a envie de dire, Gérard Mordia, avec ce clou dans la chaussure, pour reprendre vos mots, qui est donc Marx. Est-ce que vous êtes parti avec la même fraîcheur du regard ?
Je l'espère. Enfin, en tout cas, nous sommes partis, je crois, sans a priori. Et je crois que la série, justement, est nourrie, finalement, de ces points de vue qui sont des points de vue, si l'on regarde attentivement, en réalité très différents, très divergents. Et nous n'avons pas cherché à faire entrer les chercheuses et les chercheuses dans une problématique. Marx, c'était au fond pour leur permettre d'avoir... c'était la planche d'appel. Et après cette planche d'appel, bien entendu, le vol de chacun était libre. Et c'est ça qui est très intéressant, parce que on voit comment, justement, face à cette référence, eh bien oui, c'est une référence si solide qu'il faut penser quelque chose. Alors, ça peut être cruel, parce que peut y avoir d'un côté ceux qui pensent quelque chose, et de l'autre côté ceux qui font le boulot, ce qui n'est pas exactement pareil. Et donc, c'était... Oui, un bon instrument. Parce que ce qu'on voulait, en réalité, c'était définir au départ un petit objet. Le travail, c'est un petit objet. Eh bien, ce petit objet, examinons-le sous tous les exemples, dans toutes les lumières, etc. Et au bout du compte, il n'y a pas d'un seul coup la conclusion qui dit c'est ça et il faut penser ça. C'est tout le contraire même. On reste devant des interrogations. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne pense rien. Et la différence entre la série et le livre que nous publions avec Bertrand Rottet, c'est bien ça. Dans la série, notre point de vue est exprimé par le choix des personnes, par le récit que nous menons à travers le montage. Dans le livre, nous défendons ce que nous avons, nous, travaillé, nos propres hypothèses et nos propres conclusions, même si ce sont des conclusions qui, là aussi, restent en suspens. Alors, il s'agissait aussi un peu de désacraliser certaines notions clés. Vous vous posez d'ailleurs la question du marché. Faut-il continuer à vénérer le marché comme un dieu inaccessible, désacraliser, mais aussi repolitiser? Bertrand Rottet a cette jolie formule pour qualifier l'objectif de la série. Il parle d'interroger l'économie, notre nouvelle religion contemporaine, pour comprendre comment elle s'est fondée, revenir au texte. C'est par exemple Alain Supiot, spécialiste du travail, qui raconte, et professeur au Collège de France, qui raconte une conversation avec Vernant qui disait que pour le laboureur grec, son travail avait le sens d'une prière, espérer trouver les moyens de la survie. Il y a cette dimension-là aussi dans le travail. Oui, il y a cette dimension et c'est vrai qu'Alain Supiot, très brillamment, nous le rappelle à la fois justement sur le plan contemporain et dans la perspective historique. C'est tout à fait magnifique, c'est vraiment la chose qu'il faut. Mais je voudrais revenir un instant sur le côté, entre guillemets, religieux. Robert Pauline, qui est de l'Université du Massachusetts, à propos du marché, nous avait dit cette chose qui était tout à fait juste à mes yeux. Il avait dit il y a un discours théologico-économique. Il faut croire au marché comme à une chose abstraite, il faut le vénérer, il faut faire des sacrifices, etc. Je crois que cette vision-là nous permet de comprendre ce qu'est devenu le marché, le terme marché, le concept marché dans le monde où nous sommes. Tout simplement, le marché a toujours raison. Ça sera une entité supérieure à toutes les autres. Et justement, Yann Giraud, je crois, ou non, c'est Galbraith qui dit que justement le marché est utilisé par les économistes à toutes les sauces. Ce qui est ridicule. Parce que, justement, sur le plan du travail, le marché du travail, c'est une fiction. Alors justement, dans cette démarche que vous avez eue, est-ce qu'on ne regarde pas le marché de la même manière des États-Unis avec Arthur McEwan, par exemple, ou du Togo avec Kako Nububko, que vous avez rencontré? Est-ce qu'on ne regarde pas de la même manière non plus le travail de France avec Alain Supiot ou de Chine avec Han Dongzhou? Est-ce qu'il y avait pour vous aussi l'envie de décentrer les regards, ou est-ce qu'au final, vous avez eu le sentiment, à travers les réponses qui vous ont été apportées, que la mondialisation a aussi fait son œuvre sur les concepts, qu'elle a globalisé les concepts et la pensée? Je crois qu'il y a des approches très différentes selon les continents. Parce que lorsque Kako s'exprime, très souvent, il repart finalement des traditions africaines, de l'enracinement en Afrique, etc., pour développer sur les questions contemporaines. Et ça, c'est essentiel. C'est sûr que pour les Américains, le marché, c'est une autre forme de vie.
pas la même. Et c'est vrai qu'il était important, et à mes yeux tout à fait nécessaire, d'avoir justement cette polyphonie internationale pour qu'on comprenne que les approches, les perceptions, peut-être même plus que les approches, sont évidemment là aussi le produit d'une histoire. Et que cette histoire, elle est importante de l'entendre. Alors, il n'y a pas d'unanimité, mais il n'y a pas non plus, je dirais, d'opposition radicale. On parle bien des mêmes concepts parce que le capitalisme, de façon générale, est aujourd'hui en maître sur la plupart de la planète, y compris la Chine. Et donc, c'était intéressant d'avoir un professeur d'économie chinois qui, là aussi, se débattait avec ces concepts-là à travers, alors là, une éducation marxiste extrêmement classique, avec un discours officiel tout aussi classique, mais en même temps avec le sens de l'humour. Parce que lorsqu'il décrivait comment ça se passait la Chine et qu'on lui a fait remarquer « mais alors c'est un paradis », ça l'a fait rire et il a décrit ensuite les choses de façon un peu différente. Donc c'était ça, il fallait faire sentir le monde. Travail et emploi sont-ils interchangeables? C'est une question que vous avez évoquée déjà, Gérard Mordillat. Aujourd'hui, on dit emploi pour travail, mais ce sont deux conceptions différentes. Vous rappelle la plupart des personnes rencontrées. L'emploi qui implique une forme d'institutionnalisation. Si vous allez dans mon village au Togo, la notion d'emploi, elle, va être relative, dit justement Nobukpo, qui revient sur la particularité de chaque société qui a ses rythmes, ses valeurs, ses traditions, sa conception du travail. Alors, autre conception, je vous propose d'écouter celle de la sociologue française Danielle Linhart, extrait de l'épisode 2 de votre série de 6 documentaires. Gérard Mordillat, on l'écoute sur le travail. On restructure les départements et les services sans arrêt, on recompose les métiers, on change les logiciels, on externalise puis on réinternalise des activités, on impose une mobilité systématique à la hiérarchie intermédiaire, on fait des déménagements géographiques pour que les gens ne se connaissent plus, ne connaissent plus leurs clients, les services dont ils dépendent, etc. Et bref, tous les repères professionnels basculent et les salariés se trouvent plongés dans ce que moi j'appelle une précarité subjective. D'où cette fatigue, ce sentiment d'épuisement qu'on appelle le burn-out. Il faut tout le temps recommencer, c'est jamais fini. Et en plus, un effondrement personnel qui vient du fait qu'on n'a plus confiance en soi-même. Le travail, c'est un mal contemporain, Gérard Mordillat. Enfin, le travail tel qu'il a été très largement transformé, en tout cas en France, après mai 68. Parce que mai 68 a été un tel traumatisme pour le patronat qu'ils ont pris un certain nombre de mesures. Alors des mesures d'ordre général qui a été d'éclater les entreprises, de séparer les ateliers pour éviter qu'il y ait de grandes concentrations ouvrières. Puis ensuite, au nom de l'individualisation des tâches, on a, à travers un discours flatteur, mais qui était un discours stratégique, dit aux personnes « ce qui nous importe, c'est vous, en tant qu'individu ». Donc, Danielle Linhart le dit très bien, on s'est mis à les coucouner, à les bichonner, à dire « voilà, vous êtes vous, et ce qui nous importe, c'est ce que vous êtes capable de créer ». Et puis, à travers cette individualisation, est venue l'individualisation des salaires, puis l'individualisation des primes. Et donc, la mise en concurrence des salariés les uns entre les autres. Et puis, la mise en concurrence des différentes parties de l'entreprise les unes contre les autres. Et à partir de ce moment-là, on a brisé de façon très forte les solidarités qui existaient avant. On a attaqué très violemment ça, attaqué aussi évidemment toute la réflexion syndicale, et c'est ça qui a amené la conception contemporaine actuelle du travail, où justement, là aussi, l'individu à la fois est traité individuellement, mais en même temps ne dispose plus d'aucune liberté. Danielle Linhart fait une démonstration très forte et très cruelle sur justement toute l'histoire d'Orange. Comment on a brisé non seulement des métiers, mais des personnes, en faisant cela à la fois sous un discours apparemment philanthropique, on va s'occuper de vous, et en réalité, ça a été une façon d'emprisonner les salariés à l'intérieur des entreprises, et surtout qu'ils voient
entre tous les collègues que des adversaires. Voilà, et on a dans ce deuxième volet consacré à l'emploi une dimension très historique qui marque cette réflexion, avec notamment l'historien Arnaud Aurin, qui revient, lui, sur le discours des années 70, qui faisait de l'ouvrier, dont on attendait de l'ouvrier qu'il puisse devenir plus polyvalent, aux années 80-90, avec un discours sur le travail qui se requalifie, ou encore Danielle Linhart, comme elle l'évoquait, sur cette remise en cause globale par la suite des règles du jeu telles qu'elles prévalaient jusqu'ici, avec cette grande rupture qu'a pu être mai 68, en tout cas l'année 1968, Gérard Mordia. Est-ce que le fil conducteur de ces deux volets, celui sur l'emploi comme celui sur le travail, le premier, n'est pas finalement cette grande question aujourd'hui du pourquoi travailler? Quel sens mettre dans le travail? Oui, pourquoi travailler? Je pense que cette question, elle est fondamentale, parce que... Elle l'est d'autant plus, et vous ouvrez cette réflexion-là à l'heure de l'intelligence artificielle et des innovations technologiques. Alors, je peux repartir de ça. La problématique de l'intelligence artificielle et de l'informatique, en réalité, a été parfaitement exprimée par Paul Lafargue dans Le droit à la paresse. Il suffit juste de transposer. Lafargue, qu'est-ce qu'il dit? Il dit en son temps, la mécanisation amenant qu'on arrive à libérer les personnes des tâches asservissantes qui étaient les leurs, qu'est-ce qu'on fait du temps qui leur est rendu? Alors sa réponse est humaniste, le savoir, la culture, la science, etc. Aujourd'hui, on est exactement dans la même chose. Et donc sur le travail se pose essentiellement la question d'abord du temps de travail. Et dans les épisodes, vers la fin, une chercheuse allemande rappelle qu'on pourrait très bien travailler 14 heures par semaine et que le monde fonctionnerait comme il fonctionne aujourd'hui. Et d'ailleurs, cette opinion avait été déjà celle du vieux Galbraith, qui déjà le prédisait en son temps, mais c'est aussi ce qu'expliquait Marshall Saline à propos du néolithique. Donc on peut bien faire ça. Donc on sait bien que le temps de travail, tel qu'il est conçu aujourd'hui, il est conçu tel que pour des raisons idéologiques. On veut garder les gens asservis à leur travail. Voilà. Ensuite, le travail. Eh bien, évidemment, il faut arriver à partager le travail, et non pas pour des raisons morales, mais pour ce que je disais plutôt au début, c'est-à-dire que l'individu puisse se sentir lui-même capable d'agir sur sa propre vie. Donc, ce travail, eh bien, pour y arriver, il faudra encore une fois revenir à des temps de travail qui sont la moitié et peut-être moins de la moitié de ce qu'ils sont actuellement, et que les entreprises soient capables de prendre en elles-mêmes tous ceux qui seront à l'écart de ça. Parce qu'on voit que la robotisation et l'informatisation, en réalité, interviennent très directement sur des tâches répétitives, mais que les individus sont capables de bien autre chose que des tâches répétitives. Et donc, c'est bien ça qu'il faut se poser. C'est une vaste question, on ne va pas la résoudre là tout simplement. Mais c'est comme ça que ça se pose. C'est la question du temps. C'est la question du temps et c'est la question du bénéfice. Alors justement, pas que monnaie trébuchante qui est évoquée à travers ces différents témoignages. Quand Frédéric Lordon dit le salariat lui-même n'est qu'une gigantesque prise d'otage. Oui, c'est une prise d'otage dans la mesure où, on le sait bien, le contrat de travail entre l'employé et l'employeur est un contrat totalement déséquilibré. Parce que d'un côté, celui qui cherche du travail n'a que ça à offrir, que lui-même, que sa force de travail. L'employeur, lui, peut embaucher ou ne pas embaucher. Comme le dit Lordon, c'est facile, c'est ça ou la mort. Et l'employeur, donc ce contrat n'est pas un contrat équitable. Donc c'est pour ça d'ailleurs, ce contrat est si peu équitable que ça a amené, contre la volonté bien entendu du patronat, ça a amené petit à petit la naissance à la fois du contrat de travail, du code du travail et des lois de protection des salariés. Mais c'est ça le problème. Et la prise d'otage, elle est là. Quand vous ne pouvez pas faire autrement, vous êtes pieds et poings liés. Et là justement, un Philippe Askenazi poursuit la réflexion en s'interrogeant sur la disparition à venir éventuelle du salariat, en réfléchissant à la part que prendra le travail indépendant demain.
demain. Donc c'est aussi à cet avenir-là de cet avenir-là dont il est question dans cette série documentaire. On parle d'hier avec ce regard historique d'aujourd'hui et aussi de comment tout ça peut évoluer et qu'est-ce qui est souhaitable également. On va écouter un dernier extrait de votre série documentaire, c'est le témoignage, les mots de l'historien de l'économie Yann Giraud. Tous les jours, on a le terme entreprise qui est utilisé, où on va dire par exemple, telle réforme va favoriser les entreprises, telle réforme va avoir un impact positif ou négatif sur les entreprises. On entend aussi parfois dire les entreprises souffrent. Et je pense que dans la représentation que s'en font beaucoup de gens, le néolibéralisme serait un système qui favorise l'entreprise. Ce qu'on ne dit pas assez, à mon avis, c'est à quel point le néolibéralisme modifie la notion même d'entreprise. Et en réalité, quand on dit qu'un système économique va favoriser l'entreprise, ce qu'on dit, c'est que ce système va favoriser, par exemple, les actionnaires de l'entreprise. Parce que la notion d'entreprise elle-même, en tant que collectivité, elle est minimisée, elle est amoindrie par la vision néolibérale. Voilà, c'est un peu ce que le néolibéralisme fait à nos vies aussi, en plus de l'entreprise, à travers cet extrait. Gérard Mordia, un mot ? Oui, d'un mot, ce que dit Armand Hatchuel est tout à fait juste. Plutôt qu'une théorie du capital, faisons aujourd'hui une théorie de l'actionnariat. Aliénation, servitude, souffrance au travail, ce sont des mots qui reviennent beaucoup dans la bouche des personnes que vous avez rencontrées. Est-ce qu'il faut aussi s'interroger sérieusement aujourd'hui, et est-ce que toutes ces personnes si savantes et intelligentes ont des réponses à ces questions qu'ils soulèvent, c'est-à-dire comment organiser maintenant un monde du travail qui serait beaucoup plus bénéfique, porteur d'espoir aussi pour ceux qui y participent ? Des réponses définitives, je ne crois pas. Des hypothèses de réflexion, il y en a beaucoup, et des propositions, il y en a aussi. Par exemple, c'est la question du bonheur, de l'épanouissement. Oui, là encore, sûr. Ce sont des concepts qui réapparaissent aujourd'hui dans les travaux. Mais bon, la réduction du temps de travail en est une. L'autre, c'est comment les salariés d'une entreprise pourraient avoir voix au chapitre dans les conseils d'administration, à part égale avec la capacité de décision sur les orientations à la fois économiques, mais aussi industrielles d'une entreprise, ou dans les entreprises de services, c'est la même chose. Ça, c'est un point important. Bien entendu, là aussi, on défend l'idée qu'il y a eu la nécessité d'augmenter les salaires, que contrairement au discours qui veut que si on augmentait les salaires, et notamment les plus bas, tout s'écroulerait, là c'est battu en brèche par beaucoup d'économistes. Si vous voulez, la différence, c'est que aucun d'entre eux n'amène ça comme un programme politique. Non, mais tous donnent le sentiment qu'on est quand même vraiment dans une période de transition. Ce qui explique peut-être aussi, Gérard Mordia, cette série documentaire. C'était le thème donné d'ailleurs ce week-end par un autre Nobel, Joseph Stiglitz, dans le sud de la France, le capitalisme à l'heure de l'exaspération sociale. Vous pensez que le capitalisme est maintenant vraiment entré dans une période de remise en cause, il ne sortira pas indemne, probablement? Je dirais plutôt que la forme contemporaine du capitalisme qu'on appelle le néolibéralisme, ça arrive à la fin d'un cycle. Ça a été notre sentiment dans toutes les rencontres que nous avons faites, et je crois que la série exprime ça. Et qu'à la fin de ce cycle, on voit apparaître, ou réapparaître plutôt, une autre théorie économique qui est le mercantilisme, qui vient du XVIe siècle, qui est, comme le dit Alain Supiot, comment des États impériaux s'opposent pour imposer par la force leur monopole dans des pays qui ne peuvent pas se défendre. Alors, je crois que, justement, la série saisit un moment important de l'histoire de l'économie, ce moment-là. Voilà, Alain Supiot, dont la Bible, c'est le Code du travail, et il vous en parle très joliment dans cette série documentaire Travail, salaire, profit. C'est diffusé ce soir sur Arte, Gérard Mordia, série que vous avez co-réalisée avec Bertrand Rotet. C'est aussi en DVD, 2 DVD chez Arte Éditions, et en livre, un peu différemment, Les lois du capital
Capitale, co-édité avec Le Seuil. Un grand merci aussi à toute l'équipe de La Grande Table, à Maya Neskovic et Laura Dutèche-Pérez qui ont préparé et programmé cette Grande Table des idées, à Oriane Delacroix avec Sophie-Catherine Gallet pour la Grande Table Culture, à François Bréus et Sophie Marty qui nous ont aidés dans la préparation de cette émission. À la réalisation aujourd'hui, c'était Éric Lancien avec Clément Datet et Marie-Claire Ouma Badi. À la vidéo, Swad Boukorsa et Jordan Fuentes. Merci Gérard Mordia. Eh bien, merci. Et très bel après-midi à tous sur France Culture.